Pour évoquer les derniers développements de cette guerre, Gauthier Ribinski nous a rejoint en plateau. Bonsoir Gauthier. Des incursions à Gaza qui se multiplient, des frappes aériennes aussi sans précédent. Est-ce que c'est le lancement pour l'offensive terrestre israélienne longuement retardée ? Tout dépend de ce que l'on entend par offensive israélienne. Est-ce que c'est quelque chose de massif avec des chars qui pénètrent dans Gaza, ou bien est-ce qu'on a plutôt affaire à ce que les Américains avaient pratiqué en son temps à Mossoul, en Irak, c'est-à-dire une très longue bataille, mais avec justement des incursions, des percées par des commandos? Parce qu'il est évident que ce travail-là, si Israël se l'est fixé, il est extrêmement compliqué et dangereux. Ce qui pourrait, pour répondre un peu plus précisément à votre question, expliquer les frappes de ce soir, qui elles sont massives, pour en quelque sorte faciliter la tâche des fantassins, c'est-à-dire des soldats israéliens au sol, quand ils entreront, mais même s'ils entrent en petit nombre. Donc ça pourrait expliquer la chose, parce qu'on a bien vu que ces derniers jours, l'état-major israélien et même les hommes politiques, la classe politique israélienne, hésitaient. Et que d'une certaine manière, il est compliqué pour elle de reconnaître que la tâche est très ardue, c'est-à-dire si on se fie à ce qu'avait dit Netanyahou, éradiquer le Hamas, et que donc ça ne peut pas se dire en public, qu'il faut finalement trouver des solutions de remplacement et qui seront présentées comme étant encore plus efficaces que ce que l'on avait annoncé. Alors quel moyen peut encore déployer Tsahal ? Alors, si vous voulez, l'armée israélienne dispose d'unités de commandos combattants. Benjamin Netanyahou en connaît un rayon sur la question, puisqu'il était lui-même membre de ce qu'on appelle la Sayeret Matkal, qui est un commando d'élite de l'armée israélienne, et qui peuvent, quand ils sont un certain nombre, ils peuvent bien sûr essayer d'aller chercher des dirigeants du Hamas et surtout d'aller chercher des otages, parce que c'est ça aussi le problème. Et que on sait aussi, le Hamas, on ne sait pas, on ne peut pas vérifier, mais a annoncé qu'un certain nombre d'otages avaient été tués par les frappes israéliennes. Donc voilà, le contexte est celui-là. Il explique qu'il y ait des flottements, mais après tout, si ces flottements sont mus et dirigés et fondés par la réflexion et une forme de sagesse, on va pas s'en priver et on va pas bouder la chose. C'est peut-être ça aussi le commencement d'une réflexion. Je termine d'un mot. Vous vous souvenez qu'au début, juste après le 7 octobre, la plupart des dirigeants, non seulement israéliens, mais d'autres ont dit on ne parle pas politique, c'est l'émotion. Et puis Biden a dit à Israël frappez. Bon, si on fait pas de politique dans un moment pareil, très franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'on doit en faire. Et la communauté internationale se bat justement pour demander une trêve humanitaire, des pauses. Est-ce que ça limite l'ampleur de l'offensive ? Comment Israël reçoit ces demandes ? Pour l'instant, elle les rejette. Mais vous avez vu qu'il y a une question sémantique qui, alors on peut trouver ça un petit peu superflu, mais ça ne l'est pas finalement, puisque une trêve est interprétée comme, au fond, une manière de fixer les fronts. Et Israël dit, mais si c'est ça, ça veut dire que le Hamas a gagné. Ou il a une position de force. Une pause, ça veut dire on s'arrête de tirer, on délivre des médicaments et des vivres, et puis après on reprend. Alors c'est tout aussi absurde, hein, vous imaginez la chose pour les gens qui vivent ça. Ah, bah, il va y avoir 1 heure par jour où on va pouvoir regarder le ciel, et puis après c'est terminé. Néanmoins, vous remarquerez que sur les votes et ceux qui se sont affrontés à l'ONU, il y a cette fracture entre ceux qui sont plutôt sensibles à la cause palestinienne et ceux qui sont plutôt sensibles à la survie d'Israël et à sa sécurité. Et ça a fait débat aussi au sein du Conseil européen ce jeudi et ce vendredi. Tout à fait. Alors, est-ce que les États-Unis soutiennent l'idée d'une pause ? Y a-t-il une brèche dans le soutien inébranlable des États-Unis à l'État hébreu ? Non, il n'y a pas une brèche. Il y a une tentative qui est compliquée aussi pour les États-Unis de reprendre pied dans ce dossier, d'avoir en quelque sorte un levier ou plusieurs leviers pour influer sur le cours des choses, ce qui, compte tenu de l'obsession de l'administration américaine, qu'elle soit celle de Trump ou de Biden, à propos de la Chine et de l'essor de la Chine, eh bien, c'est un travail là aussi qui demande de rattraper le temps perdu. Et au début, ce que je viens de rappeler, vous vous souvenez donc, Biden n'a pas montré d'exigence vis-à-vis d'Israël. Et c'est ensuite qu'il a dit, ne faites pas comme nous, n'écoutez pas votre rage, votre fureur, faites attention. Et là, il y a peut-être quelque chose. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce que disent les Américains à Israël, c'est que si vous allez trop loin,
nous, on n'aura qu'une petite marge de manœuvre pour vous aider. Donc vous avez intérêt à ne pas aller trop loin pour que nous, on puisse avoir retrouvé une forme de surface dans ce conflit et dans cette région pour pouvoir aider Israël. En tout cas, c'est ce qui est présenté par les Américains à l'administration israélienne. Et que peut changer la résolution de l'ONU adoptée ce soir? On sait qu'elle est non contraignante. Est-ce qu'elle est juste symbolique? Oui, forcément. Mais si elle n'existait pas, ça serait probablement, je veux pas lui accorder trop d'importance, mais si elle n'existait pas, on dirait ça n'est pas admissible. Alors vous voyez, il vaut mieux dire cette résolution existe, et malheureusement, elle ne sera probablement pas, évidemment, elle sera pas, on n'en tiendra pas compte, mais encore une fois, le symbolique dans ces conflits, il n'est pas complètement superflu, puisqu'on voit aussi, alors là, ça demanderait beaucoup de temps, mais on voit aussi que les deux parties se battent aussi pour du symbolique, c'est-à-dire au fond, la signification de la terre, le fait que c'est une terre sainte pour les uns et les autres, etc., etc. Donc, si on était uniquement dans le raisonnable et le matérialiste, bon, probablement, peut-être d'ailleurs que ce conflit aurait trouvé une solution. Donc, vous voyez, le symbolique là, à travers l'ONU, il est effectivement, il fait l'effet d'un emplâtre sur une jambe de bois. Hein, ça n'est pas quelque chose de très réjouissant, mais en même temps, je crois tout le monde serait très choqué s'il n'existait pas. Et d'ailleurs, même Israël est choqué dans le sens inverse, puisqu'il dit c'est inadmissible. Donc il y a encore là aussi quelque chose qui symboliquement frappe les uns et les autres. Et pour revenir à la situation à Gaza en ce moment, donc pas d'internet, pas de communication, oui. C'est Israël qui les a coupés. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit rétabli dans les prochaines heures? Bon, écoutez, oui, il semble logique que Israël coupe, parce que tout simplement, on ne veut pas on ne veut pas qu'on puisse montrer ce qui est en train de se passer. Mais d'autres fois, il est arrivé que le Hamas coupe lui-même. Je crois qu'il faut bien voir que cette organisation n'est pas une organisation de libération au sens où elle permet au peuple palestinien d'espérer autre chose. C'est une organisation de combat, de terreur, ce que vous voulez, mais pas de libération. Et le blocus que subit Gaza et les habitants de Gaza, c'est à la fois le blocus israélien, bien sûr, mais le blocus intellectuel, moral, culturel et politique du Hamas sur ses habitants. Et donc, le fait que Internet soit coupé, bien sûr qu'il y a de fortes chances que ça soit Israël. Et d'ailleurs, le Hamas dit c'est pour masquer les crimes, bien sûr. Mais sortons de l'idée que les habitants de Gaza sont immédiatement ou indéfectiblement liés et collés à leur direction politique. Rappelons qu'ils ont certes voté pour eux en 2006, mais que depuis il n'y a plus eu d'élection. Et que si aujourd'hui les Gazaouis pouvaient avoir la parole en toute liberté, on aurait des résultats sans doute surprenants. Et que penser des accusations de l'armée israélienne visant le Hamas qui mènerait la guerre depuis des hôpitaux à Gaza ? Vous savez, l'armée israélienne a eu à cœur ces derniers jours de parler, ce qui n'est pas dans son habitude. Et on a vu qu'il y avait aussi également que les journalistes avaient été conviés à visionner ces images qui sont insoutenables de la boucherie perpétrée par le Hamas en Israël. Donc on a senti qu'il y avait cette volonté, non pas de communiquer pour communiquer, mais dans la crainte que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, et qui est atroce, viennent faire oublier ou masquer l'atrocité du massacre du Hamas en Israël. Et que donc il y avait cette volonté de contrecarrer cet oubli. Parce que c'est vrai que un clou chasse l'autre, on passe à autre chose. Non, ça ne peut pas s'oublier. Et donc il y a cette volonté d'Israël de dire les choses, mais en même temps, on voit bien que, et ça ne serait pas la première fois, je ne pense pas que le Hamas se soucie beaucoup de la vie de ses concitoyens, d'abord parce que certains sont dans l'idée que le martyr, finalement, est ce qu'il y a de plus gratifiant. Bon, alors voilà, et je vous donnerai pas de réponse affirmative, mais c'est vrai que là aussi, le sort des civils, qui est quelque chose d'atroce, est aussi un enjeu pour les deux protagonistes dans la manière dont ils expliquent la mort, les 7000 morts, je crois, on en est maintenant. Voilà. Et ça aussi, c'est un enjeu de la guerre. Et au milieu, vous avez des civils qui n'y peuvent rien. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour ce décryptage. On en parlait donc il y a un instant de la détresse humanitaire dans la bande de Gaza. Pour la première fois depuis le début de la guerre, une équipe de la Croix-Rouge a pu pénétrer dans l'enclave. Des médecins qui accompagnent un convoi